À chaque enfant son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, Erev Tov, j'espère que vous allez bien. Baruch Hashem. Ce soir, j'aimerais débuter avec vous une nouvelle page de notre histoire. Baruch Hashem, notre histoire juive est riche et nous avons parcouru tant de chemins ensemble. Entre les petits-enfants juifs cantonistes, les pirates juifs, le célèbre capitaine Dreyfus, les marins sous l'Inquisition, le courageux Janusz Korczak. Et il y a encore tant de pages de notre histoire à connaître et à explorer. Et cette fois les enfants, je voudrais vous parler d'une affaire très spéciale. Une affaire qui nous fera voyager entre la France et Israël. Une affaire connue sous le nom de l'affaire Finali. Une affaire qui fera couler beaucoup d'encre et de larmes, mais qui, Baruch Hashem, se terminera bien. L'affaire Finali, quand a-t-elle eu lieu? Qui en furent les acteurs? Vous voulez le savoir, les enfants? Alors, installez-vous confortablement. Notre histoire se situe en France, au temps de la Seconde Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale est une guerre qui a eu lieu il y a maintenant 80 ans. Cette guerre a opposé de nombreux pays du monde entier. L'Allemagne, la France, le Japon, les États-Unis. Durant la Deuxième Guerre mondiale, un terrible rachat, Hitler, Immarchemo, qu'Hachem efface son nom, a décidé de tuer tous les Juifs. Ce rachat, qui ressemblait beaucoup à Haman de l'histoire de Pourim, a décidé de tuer tous les Juifs qu'il trouverait. Hitler était le chef de l'Allemagne nazie. Et avec son armée, chaque fois qu'il réussissait à attaquer un pays, il ordonnait de tuer les Juifs qui s'y trouvaient. C'est ce qu'on appela la Shoah en hébreu, la catastrophe. Plus de 6 millions de Juifs furent tués durant cette guerre. Des Juifs du monde entier, Pologne, Allemagne, France, Autriche, Grèce, etc. Les nazis, avec Hitler à leur tête, réussirent à attaquer de nombreux pays, parmi lesquels la France, en 1940. Des milliers de Juifs de France furent arrêtés, déportés et tués. Petit à petit, certaines familles juives de France comprirent que la situation était grave. Les Juifs étaient en danger de mort. Mais où aller? Où se cacher? C'était la guerre et il était très difficile de se cacher. Les Juifs étaient obligés de porter une étoile jaune sur leurs vêtements. Et on savait tout de suite qu'ils étaient juifs. Et même si certains juifs réussissaient à se cacher, il ne fallait pas se faire dénoncer. Et il y avait toujours, non loin de là, des collabos, des hommes et des femmes cruels, qui étaient prêts à dénoncer des juifs aux nazis. Que faire alors? C'est durant cette période que se déroulera l'histoire de la famille Finali. Monsieur et Madame Finali vivaient en France. Ils étaient juifs et avaient 2 petits garçons. À cette époque, durant la Seconde Guerre mondiale, être juif était synonyme de danger et de mort. Franz et Annie Finali étaient mariés et heureux. Franz, le papa, était né en Autriche. Comme il avait vu que de plus en plus de Juifs avaient des problèmes en Autriche, il décida de se réfugier avec sa femme en France, plus précisément à La Tronche, une petite ville juste à côté de la ville de Grenoble, une ville dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Franz et Annie Finali se sentaient en sécurité en France.
En France, disaient monsieur et madame Finali, nous serons tranquilles, nous serons heureux. Personne ne viendra nous faire du mal parce que nous sommes juifs. Car oui, les enfants, Franz et Annie Finali étaient juifs. Et hélas, ils ne se doutaient pas que de sombres nuages s'annonçaient pour les juifs. Au début, pourtant, tout allait bien. Franz et Annie eurent 2 enfants, 2 petits garçons qu'ils adoraient. Leur premier garçon, ils l'appelèrent Robert Michael. Cet adorable bébé naquit le 15 avril 1942. Il fut très vite suivi par un petit frère, Gérard Finali, né un beau jour ensoleillé, le 3 juillet 1942. Les petits garçons, Robert et Gérard, étaient heureux. Ils vivaient entourés de l'amour de leur papa et de leur maman. Leur papa, Franz, travaillait beaucoup, il était médecin. Leur maman, Annie, restait à la maison pour s'occuper d'eux. Puis, la terrible guerre arriva. Les Juifs étaient de plus en plus menacés. En France, les lois devinrent de plus en plus dures. Les Juifs n'avaient plus le droit de travailler. Les Juifs n'avaient plus le droit d'aller au parc, au théâtre ou au cinéma. Quand ils sortaient dans la rue, devaient coudre une étoile jaune sur leur manteau pour que tout le monde sache qu'ils étaient juifs. Bientôt le papa, monsieur Finali, n'eut plus le droit de travailler. Il était docteur et en tant que juif, on lui interdisait de soigner ses patients. Mais il ne se laissa pas faire. Un soir, il rentra à la maison et tandis que ses 2 petits garçons étaient au lit, il dit à sa femme: « Annie, je sens que des jours sombres se préparent. Nous ne sommes plus en sécurité, même en France. Tous les jours, ils sortent des nouvelles lois. Maintenant, je n'ai même plus le droit d'être docteur, juste parce que je suis juif. »« Qu'allons-nous faire alors ?» demanda Annie d'un ton inquiet. « Je continuerai à soigner mes patients, » répondit Franz d'un ton décidé. « J'irai en cachette pour les soigner, et c'est tout. » Quel courage, quelle gentillesse! Franz et Annie Finali étaient des modèles de gentillesse et d'Avat Israël. Malgré les mesures antisémites, Franz Finali continua de se rendre au chevet de ses patients, en cachette. Mais l'étau devait bientôt se resserrer. Franz et Annie étaient inquiets, très inquiets. Chaque jour, être juif en France, en 1942, devenait de plus en plus dangereux. C'est ainsi qu'un soir, assis dans leur salon, Franz et Annie prirent une grave décision. « Annie, » commença Franz, « je sens que le danger se rapproche. J'ai entendu que de plus en plus de Juifs étaient arrêtés. La police de Vichy arrête des Juifs dans la rue, dans nos maisons. Ils nous forcent à porter l'étoile jaune. Du jour au lendemain, ils peuvent venir dans notre maison, nous arrêter. » Annie Finali se mit à pleurer. « Et s'ils nous arrêtent, où nous enverront-ils ?»« J'en sais rien, » répondit Franz d'un air sombre. « Mais ce que je sais, » poursuivit Franz qui était un homme intelligent, « c'est qu'ils nous veulent du mal. Je n'arrête pas d'entendre parler de rafles autour de nous. Ils viennent dans les maisons et ils arrêtent les Juifs. Et il est presque impossible de se cacher. Tout le monde a peur. Personne ne veut cacher les Juifs chez soi, de peur de se faire arrêter ou fusiller. Et il y a des voisins méchants qui peuvent nous dénoncer. »
Annie hocha la tête en larmes, puis elle dit « Franz, peu importe ce qu'il nous arrivera. Mais les enfants, nos petits garçons, il faut les mettre à l'abri, il faut les cacher. Ils sont si petits. Robert vient à peine de faire ses 3 ans. Et Gérard n'a que 2 ans. Qu'allons-nous faire ?» Franz réfléchit très fort. Sa femme avait raison. En tant que juif, il savait que tôt ou tard, ils étaient condamnés, arrêtés et envoyés on ne sait où. Mais ces enfants, ces bébés chéris, il fallait les sauver, les protéger, les cacher. Mais où? Lui, qui accepterait de cacher 2 bébés juifs? Qui accepterait de prendre ce danger alors qu'on savait très bien que tout celui qui cachait des enfants était arrêté et souvent même fusillé? Où les cacher? À qui les confier? Finalement, le couple Finali a une idée. Madame Pouper, c'est une amie de la famille. Elle n'est pas juive, mais Franz et Annie lui font confiance. Ils sont amis depuis longtemps. Elle saura garder le secret. Mais quel secret, les enfants? Quelle difficile décision le couple Finali a-t-il dû prendre pour mettre leur petit garçon en sécurité? Madame Pouper, annonce Franz et Annie, d'un air grave. Nous allons cacher nos bébés. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous cacher. Mais eux sont tout petits. Nous sommes en 1944. Robert et Gérard Finali ont respectivement 3 ans et 2 ans. Nous allons cacher nos petits garçons dans une pouponnière, une crèche non juive, dans la ville de Meylan, non loin de Grenoble. Madame Pouper, supplie Franz et Annie, nous vous supplions, si jamais il nous arrive quelque chose, si jamais nous, leur papa et maman, sommes arrêtés, par pitié, prenez soin de nos enfants. Faites en sorte qu'ils ne restent pas orphelins. J'ai une sœur qui habite en Nouvelle-Zélande, ajoute Franz. Je vous en supplie, si jamais il nous arrive quelque chose et que l'on ne revienne pas, prévenez ma sœur, elle s'appelle Margaret. Elle s'occupera des enfants si jamais il nous arrive un malheur. Madame Pouper, l'amie du couple Finali, leur fait cette promesse. Elle gardera le secret. Et s'il arrive quelque chose, ras shalom, elle ne laissera pas les enfants à l'abandon. Hélas, Franz et Annie Finali avaient senti le danger. Le 14 février 1944, la Gestapo, la terrible police nazie, surgit dans la maison des Finali. Le matin même, il faisait très froid en ce mois de février. Et pourtant, Franz était parti, comme chaque matin, soigner ses patients malades, malgré l'interdiction d'exercer en tant que juif. Il rentre chez lui, le même après-midi. Une voiture noire s'arrête devant la maison des Finali. La Gestapo fait irruption dans la maison. Franz et Annie sont arrêtés, traînés violemment jusqu'à la camionnette. Les voisins, longtemps après, raconteront les terribles cris poussés par Annie. Elle se doute certainement qu'elle ne reverra pas ses enfants. Franz et Annie sont conduits à Drancy, la ville où l'on rassemble tous les juifs arrêtés. Là-bas, des policiers leur demanderont
avez-vous des enfants? Franz et Annie, sans même se concerter du regard, mentiront d'une seule voix. Non, non, nous n'avons pas d'enfants. Mais tout au fond de leur cœur, cette prière: puisse Dieu faire que nos enfants restent bien cachés et soient sauvés. Franz et Annie seront ensuite déportés depuis la gare de Bobigny par le convoi 69 le 7 mars 1944. Comme 6 millions de tzadikim, de gdoshim de notre peuple, Franz et Annie Finali ne reviendront pas. Mais les enfants, que vont-ils devenir? Ils n'ont que 2 et 3 ans, trop petits pour comprendre que leur monde s'effondre et que leur vie, leur enfance a brutalement été stoppée. Ils sont orphelins maintenant, mais ne le savent pas encore. Robert et Gérard sont toujours cachés dans cette petite crèche à Meylan. Mais Madame Poupère se souvient alors de sa promesse qu'elle a faite à Franz et Annie avant leur départ: s'occuper des enfants, les protéger. Madame Poupère, en apprenant l'arrestation de Franz et Annie, comprend que les enfants aussi peuvent être découverts. Alors, elle va aller dans cette petite crèche de Meylan pour retirer les enfants. Il faut que je les cache ailleurs. Mais où? À cette époque, les enfants, il y avait très peu de gens prêts à cacher les Juifs. C'était dangereux. Si la Gestapo trouvait des enfants juifs, elle les tuait et tuait aussi ceux qui les avaient cachés. Bien peu de goïms ont eu ce courage. Ceux qui ont caché des Juifs ont mérité, après la guerre, le titre de « juste des nations ». Madame Poupère, en essayant de protéger les enfants, a agi de façon courageuse. Mais elle ne peut pas les garder éternellement. Elle se dit qu'on risque de les trouver chez elle. Alors, elle contacte un groupe catholique, la congrégation de Notre-Dame de Sion, et leur confie les 2 petits. Les femmes de cette congrégation ne savent pas quoi faire de ces 2 petits garçons. Leur congrégation n'est pas une crèche, mais ils ne peuvent pas non plus les abandonner. C'est alors qu'une des femmes de cette congrégation a une idée. Pourquoi ne pas les confier à Mademoiselle Brun? C'est la directrice de la crèche de Grenoble. Peut-être acceptera-t-elle de cacher ces 2 bébés juifs. Mais qui est cette Mademoiselle Brun, personnage essentiel de notre affaire Finali? Mademoiselle Brun, au départ, refuse de garder ses petits. Écoutez, je cache déjà d'autres enfants. Je ne peux pas en rajouter 2 de plus. C'est trop dangereux et trop compliqué. La congrégation ne sait pas quoi faire. On ne peut pas les abandonner dans la nature. Ce sont des bébés. Impossible, réagit une autre. Les nazis les trouveront et les tueront. Oh, ce sont des enfants, ils n'ont que 2 et 3 ans. J'ai une idée. On va donner de l'argent à Mademoiselle Brun. Si on la paye, elle acceptera certainement de les cacher. Et effectivement, ce plan fonctionna. Mademoiselle Brun annonce les femmes de la congrégation. Prenez ces 2 enfants, cachez-les. Nous vous payerons pour cela. Soudain, le visage de Mademoiselle Brun change. Ah, si vous me payez, c'est différent. Allez, donnez-moi les petits et l'argent. Je les cacherai dans mon château du Vif. Et c'est ainsi
qu'un petit matin de février 1944, Gérard et Robert Finali sont déposés chez Mademoiselle Brun. Mademoiselle Brun va s'occuper des deux petits, Gérard et Robert, avec un autre petit garçon juif qu'elle adoptera après la guerre, Guy Brun. En réalité, Mademoiselle Brun accueille les enfants, mais ne s'est jamais vraiment occupée d'eux. Elle passe ses journées à sortir et à courir dans la ville. Et lorsqu'elle rentre le soir, elle est très fatiguée et ne s'occupe pas des enfants qu'on lui a confiés. Mais alors, qui s'occupait d'eux? Qui s'occupait des petits Gérard et Robert Finali? Qui leur donnait à manger? Qui leur racontait des histoires le soir avant de dormir? Mademoiselle Brun ne faisait rien de cela. En réalité, elle avait une dame à son service, du nom de Marie. Cette femme Marie était très gentille. C'est elle qui s'est réellement occupée des petits garçons. Elle leur a même sauvé la vie. Un jour, les nazis, y marchent même, sont entrés dans la crèche pour trouver les enfants juifs cachés. Et c'est Marie qui les poussera vite, vite dans une cachette secrète pour que les nazis, marchés même, ne les trouvent pas. Les jours, les mois et les années passent. La guerre, en mai 1944, se termine. Gérard et Robert ont maintenant 3 et 4 ans et sont toujours chez Mademoiselle Brun. Mais que vont-ils devenir maintenant? La guerre vient de se terminer. Nous sommes alors en 1945. Robert et Gérard Finali n'ont que 4 ans et 3 ans. Ils ne le savent pas encore, mais à présent, ils sont orphelins. Ils ne reverront plus leur papa et leur maman, Franz et Annie. Franz et Annie ont disparu, déportés dans le 69, parmi 1502 juifs. Ils quitteront ce monde dans cet endroit terrible qu'est Auschwitz. Maintenant que la guerre est terminée, que va-t-il advenir de ces deux petits garçons? Ils sont pour l'instant cachés dans un château. Le château du Vif, chez mademoiselle Antoinette Brun, directrice d'une crèche à Grenoble. Cette mademoiselle Brun les a cachés et en les cachant, leur a sauvé la vie. Elle n'était pourtant pas très gentille avec les enfants et leur faisait même parfois peur. C'était plutôt son aide, Marie, qui s'occupait des enfants, jouait avec eux et leur donnait à manger. Maintenant que la guerre est terminée, cette mademoiselle Brun va prendre une décision terrible, absolument terrible. Il faut que vous sachiez, les enfants, que cette mademoiselle Antoinette Brun était chrétienne. La religion chrétienne est interdite dans la Torah. Dans le monde des enfants, il y a toutes sortes de religions. Il y a des musulmans, des chrétiens, des hindous, etc. Et des juifs, bien sûr. Nous, les enfants, nous avons cette chance d'appartenir au peuple juif. Notre judaïsme, c'est notre Torah, c'est notre religion, c'est notre Neshama. On ne peut pas dire d'un seul coup « aujourd'hui je ne suis pas juif ». Un juif reste et restera toujours juif, toujours. Un juif est heureux seulement lorsqu'il vit comme un juif, en vivant dans la Torah et les mitzvot, exactement comme un poisson qui ne peut vivre que dans l'eau. Si on sort un poisson de l'eau, les enfants, qu'arrivera-t-il? Il ne pourra plus vivre. Et c'est la même chose pour nous, les enfants. Un juif reste toujours juif et toujours dans la Torah. Et pourtant, cette terrible mademoiselle Brun, qu'a-t-elle décidé de faire? Ricana mademoiselle Brun.
La guerre est terminée à présent. Ces deux petits Robert et Gérard sont chez moi, et je les rendrai chrétiens. Après tout, ces deux petits garçons sont juifs, mais ils sont petits. Ils oublieront vite la Torah. Et moi, je ferai de ces deux petits garçons de très bons chrétiens. Ils oublieront qu'ils sont des enfants juifs. N'est-ce pas terrible, les enfants? Absolument terrible. Cette femme voulait transformer ces deux petits garçons juifs en garçons chrétiens, leur apprendre à prier des idoles, à faire la Avodah Zara. Il faut que vous sachiez, les enfants, que cette Antoinette Brun appartenait à un groupe, la congrégation de Notre-Dame de Sion. Cette organisation a toujours cherché à convertir des juifs au christianisme. Et cette mademoiselle Brun souhaitait faire la même chose. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que vous savez, les enfants, c'est qu'un enfant juif reste et restera toujours juif, et durant toute sa vie. Et surtout, ce que mademoiselle Brun ignore encore, c'est que les petits Robert et Gérard Finali ne sont pas seuls au monde. Ils ont une famille qui les cherche et qui va tout faire pour les sortir de là. Robert et Gérard sont si jeunes, ils ne savent pas vraiment qu'ils sont juifs. Et mademoiselle Brun n'arrête pas de leur dire du mal des juifs pour les éloigner de la Torah. Elle leur donne à manger de la nourriture non cachère, les fait travailler le Shabbat et les emmène dans une église pour prier devant des idoles. Les pauvres petits Robert et Gérard obéissent, terrorisés, face à mademoiselle Brun qui est très sévère et très cruelle. Mais, les enfants, je vais vous dire un secret. Hachem n'abandonne jamais ses enfants. Hachem ne va pas abandonner Robert et Gérard. Quelque temps plus tard, alors qu'ils jouaient dans le jardin du château du Vif, on voit entrer par le petit portail un monsieur et une madame. Robert, le plus grand, qui a maintenant 4 ans, lève les yeux et se met à sourire. Il court et se jette dans les bras de ce gentil couple. Mais qui sont ce monsieur et cette madame? Hélas, ce ne sont pas les parents des petits garçons, car ils ont quitté ce monde durant la Shoah. Mais ce monsieur et cette madame sont les meilleurs amis d'Annie et Franz Finali. Robert, bien qu'il n'ait que 4 ans, se souvient très bien d'eux. Ils étaient souvent à la maison chez papa et maman. Oui, c'est Charles et Lise Kaufmann. Je les voyais souvent chez nous, et à chaque fois, ils apportaient des cadeaux à Gérard et à moi. Lise et Charles Kaufmann sont si heureux. Ils n'ont pas oublié ni leurs meilleurs amis, Franz et Annie, ni leurs 2 adorables petits garçons. Lise et Charles se sont cachés pendant toute la guerre. À présent que la guerre est finie, ils ont tout fait pour retrouver les 2 petits garçons. D'un côté, Charles et Lise sont très heureux de revoir Gérard et Robert, qui ont l'air en bonne santé. Mais d'un autre côté, ils sont tristes de voir que ces petits garçons grandissent chez des chrétiens, loin de leurs parents et de leurs religieux. Charles et Lise auraient voulu prendre les petits garçons avec eux, mais ils ne peuvent pas, car ils sont très pauvres. S'ils prennent les enfants avec eux, ils ont peur de ne pas avoir assez d'argent pour leur acheter à manger et des habits. Laissons-les ici, se disent alors Charles et Lise entre eux. Cette mademoiselle Brun a l'air de bien s'occuper d'eux. Ils sont bien portants.
Baruch Hashem, et prions pour que leurs parents reviennent vite les reprendre. Mais hélas, ils ne savent pas encore que les parents Finali, leurs meilleurs amis, ne reviendront jamais. Charles et Lise embrassent très fort les petits garçons et leur promettent de revenir souvent leur rendre visite. Derrière la fenêtre, la sournoise mademoiselle Brun ricane. Ces deux enfants sont vraiment à moi. Personne ne vient les chercher. Je vais les garder avec moi et en faire de véritables petits chrétiens. Mais ce que mademoiselle Brun ne sait pas, c'est que très loin d'ici, une femme pense à eux. Cette femme est leur tata. Elle s'appelle Margaret Filch. Elle est la sœur de Franz Finali, le papa des petits garçons. Et cette tata, Margaret Filch, va tout faire pour retrouver les petits garçons chéris de son frère. Mais comment va faire cette tata Margaret pour retrouver les petits garçons? Dès que la guerre se termine, Margaret Fischl décide de tout faire pour retrouver les enfants. Il faut que je sache ce qui est arrivé à mon cher frère Franz et à sa famille. Je sais, je vais écrire à monsieur le maire de la Tronche. C'est là que les Finali habitaient pendant la guerre. Il pourra sûrement me renseigner. Très vite, Margaret prend une feuille, un stylo et écrit une lettre au maire de la Tronche. Dans cette lettre, Margaret demande: « S'il vous plaît, monsieur le maire, savez-vous ce qui est arrivé à la famille Finali? Ils sont de ma famille et je cherche à les retrouver. » Tata Margaret poste la lettre et attend impatiemment une réponse, qui arrive quelques jours plus tard. « Chère Madame Fischl, » lui écrit le maire de la Tronche, « je dois vous annoncer une nouvelle bien triste. Votre frère Franz Finali, ainsi que sa femme Annie, ne sont plus de ce monde. Ils ont été déportés par les nazis à Auschwitz. Mais une chose pourra vous consoler. Franz et Annie ont réussi à cacher leurs deux petits garçons, Robert et Gérard, chez une certaine mademoiselle Brun, une directrice de crèche. Sachez aussi que votre frère Franz Finali, avant de cacher ses enfants, avait toujours dit qu'il souhaitait, s'il ne revenait pas, que ce soit vous qui adoptiez ses enfants après la guerre. » En lisant cette lettre, Margaret pleure à chaudes larmes. Elle est bouleversée et ne peut s'arrêter de sangloter. « Oh, mon frère, mon cher frère Franz, et Annie, une femme tellement douce, tellement gentille, qu'Hachem venge leur sang. Je ne les reverrai plus. » Mais au bout de quelques minutes, elle se reprend. Mais Franz a laissé deux adorables petits garçons. Eux sont en vie. Je dois les retrouver. Je dois les adopter. Je dois m'occuper d'eux. C'est ce que Franz a demandé avant de partir de ce monde. Ces deux petits, Robert et Gérard, sont mes neveux. Je vais tout faire pour les retrouver. J'irai jusqu'au bout du monde s'il le faut. Je remuerai ciel et terre pour cela. Margaret ne sait pas combien ces paroles sont justes. Mais par où commencer? Elle réfléchit et pense soudain à cette mademoiselle Brun. C'est elle dont le maire a parlé dans sa lettre. C'est elle qui a caché les enfants durant la guerre. Je vais lui écrire, pense Margaret. Je vais la remercier, bien sûr, de s'être si bien occupée des enfants et de les avoir cachés pendant la guerre, et lui dire que, maintenant, moi, leur tata, souhaite les adopter. Margaret Fischl
ne sait pas que cette terrible mademoiselle Brun a décidé de garder les enfants pour elle, et qu'elle refusera de rendre les innocents, Robert et Gérard, à leur propre famille. Chère mademoiselle Brun, écrit Margaret, je m'appelle Margaret Fischl, je suis la sœur du docteur Franz Finali, et donc la tata des petits Robert et Gérard que vous avez cachés pendant la guerre. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Si vous n'aviez pas caché mes chers neveux, ils auraient été déportés avec leurs parents par les nazis. Vous les avez cachés dans votre château. Vous les avez nourris. Vous vous êtes occupé d'eux. Et maintenant, à présent que la guerre est finie, je souhaiterais prendre les enfants avec moi. Je suis leur tata et mon frère souhaitait que je les adopte s'il lui arrivait un malheur. Je vous remercie par avance de votre réponse. Mais quand mademoiselle Antoinette Brun reçoit ce message, son visage devient rouge de colère. Quoi ? Qui est soi-disant tata Margaret ? Que me veut-elle ? Ce n'est qu'une sale juive. Je ne lui rendrai pas les enfants, jamais. Ils sont à moi maintenant. De toute façon, leurs parents ne sont plus là. Personne ne viendra jamais les chercher. Et c'est moi maintenant leur maman. Je vais faire d'eux de très bons petits chrétiens. Mais cette mademoiselle Brun est maligne. Elle va prononcer beaucoup de mensonges dans le but de garder les enfants. C'est ainsi qu'elle va écrire une lettre de réponse à la tante Margaret. Une lettre remplie de mensonges. Chère Madame Margaret Fischl, je me suis occupé des enfants pendant toute la guerre avec beaucoup d'amour. Je les ai nourris, habillés. J'en ai fait des enfants en bonne santé. J'aurais dû les dénoncer à la Gestapo, comme la guerre l'exigeait. Mais malgré le danger, je les ai cachés et maintenant, je les aime comme mes propres enfants. Je ne peux donc malheureusement pas vous les envoyer. Ils sont encore trop petits et trop fragiles pour voyager. Il vaudrait que vous attendiez qu'ils grandissent un peu. Soyez rassurés en tout cas. Ces petits garçons sont restés juifs. Je ne leur ai pas parlé du tout de christianisme. Comme vous pouvez le voir, les enfants, cette lettre est un tissu de mensonges. Premièrement, mademoiselle Brun ne s'occupait pratiquement jamais des enfants. Elle demandait à Marie, son aide, de s'occuper d'eux à sa place. Deuxièmement, mademoiselle Brun n'a jamais dépensé son argent pour eux. Elle recevait de l'argent de son association, la congrégation de Notre-Dame de Sion, pour nourrir et habiller les enfants. Et puis, troisièmement, mademoiselle Brun a tout fait pour transformer les petits Robert et Gérard en chrétiens. Elle a tout fait pour qu'ils oublient leur identité juive. Une fois cette lettre postée, mademoiselle Brun montrera son vrai visage. La pauvre tata Margaret, depuis l'autre bout du monde, n'arrête pas de lui envoyer des lettres et encore des lettres. Mais mademoiselle Brun ne répondra plus à aucun de ses messages. Et lorsque les gens lui posent des questions, elle répondra que les enfants sont chez elle parce que personne ne veut d'eux et que toute leur famille les a abandonnés. Durant 3 longues années, Madame Margaret Fischl va tout faire pour récupérer les enfants, mais rien n'y fait. Vont-ils donc rester abandonnés chez cette terrible mademoiselle Brun ? Une autre tata va essayer. Cette tante, elle habite en Autriche. Elle s'appelle Augusta. Cette tata Augusta va, elle, se déplacer jusqu'à la maison de mademoiselle Brun. Mais
leur rencontre se passe très mal. Mademoiselle Brun, insiste Tata Augusta, rendez les enfants à leur famille, ça suffit. Vous avez caché mes chers neveux, Robert et Gérard, mais maintenant, il faut les rendre. La guerre est terminée. Robert et Gérard sont juifs, et ils ont une famille, des tontons et des tatas qui les aiment, et qui veulent s'occuper d'eux. Non, non et non, hurle Mademoiselle Brun. Ces enfants sont à moi. Je les ai cachés pendant la guerre. Si je ne les avais pas cachés, ils auraient été tués et déportés comme leurs parents. Tata Augusta répond. Oui, et nous vous remercions sincèrement de leur avoir sauvé la vie. Mais maintenant, vous ne pouvez plus les garder. Il faut les rendre à leur famille. Mais Mademoiselle Brun ne veut rien entendre. Je ne les rendrai pas. Ils sont à moi maintenant. Sortez d'ici, murmure-t-elle avec un mauvais sourire. Tata Augusta comprend que cette Mademoiselle Brun ne se laissera pas convaincre. Laissez-moi au moins les voir, les embrasser, leur parler, supplie Tata Augusta. Bof. Enfin, si vous voulez, soupire Mademoiselle Brun. Ils ne sont pas dans ma maison pour l'instant, mais à la campagne. Tenez, voilà l'adresse. Déguerpissez maintenant. Tante Augusta n'hésite pas. Elle fait le voyage long et fatigant pour aller voir ses neveux, Robert et Gérard, dans cette petite maison de campagne. Arrivée là-bas, elle se présente à la gardienne. « Bonjour, je suis Augusta Finali, la tata de Robert et Gérard. Je voudrais les voir et me promener un peu avec eux. Je leur ai aussi apporté des petits cadeaux. » La gardienne n'est pas commode. « Oui, bon, prenez-les. Mais vous avez intérêt à être sages, les enfants. Autrement, gare à vous. Vous serez sévèrement punis. » En entendant ces paroles, tante Augusta comprend que Robert et Gérard sont loin d'être heureux. Quand elle les voit, les petits lui sautent dans les bras. Tante Augusta les sort, leur offre des friandises, discute avec eux. Les petits Robert et Gérard ont l'air si heureux d'avoir trouvé une tata, comme une deuxième maman. Et quand tata Augusta les ramène à la maison, les petits Robert et Gérard pleurent et lui demandent de revenir bientôt les voir. Tata Augusta, en quittant la maison et en faisant au revoir dans la main, comprend quelque chose de terrible. Ses petits-neveux sont malheureux ici. On ne les embrasse pas, on ne les câline pas, on ne leur dit pas « je t'aime ». On les menace même de les frapper s'ils se tiennent mal. Tante Augusta comprend que Mademoiselle Brun les garde, non pas comme une mère, mais comme une sorcière, qui veut juste en faire des petits chrétiens. Avec elle, pas de câlins, pas de bisous, aucune chaleur d'une famille. Il faut agir, pense tante Augusta. Mais comment ? Qui réussira à parler à Mademoiselle Brun pour reprendre les enfants ? L'affaire se complique pour les enfants Finali. Leur tata Margaret, qui habite en Nouvelle-Zélande, a beau envoyer des lettres et des courriers à Mademoiselle Brun, cette dernière refuse de rendre les petits Gérard et Robert à leur famille. C'est quelque chose de terrible. Ces deux petits garçons sont juifs. Leurs parents ont été déportés durant la terrible Shoah. Certes, Mademoiselle Brun les a cachés. C'est quelque chose de terrible. Ces petits garçons sont juifs. Leurs parents ont été déportés durant la terrible Shoah. Certes, cette Mademoiselle Brun les a cachés pendant la guerre et leur a sauvé la vie. Mais maintenant,
Elle se doit de les rendre à leur famille juive qui les aime. Tata Margaret comprend qu'elle n'y arrivera pas toute seule. Elle pleure et comprend que durant 3 ans, ses efforts ont été vains. Cela fait 3 ans que j'envoie des lettres à cette mademoiselle Brun pour qu'elle me rende ses chers petits. Je dois demander de l'aide. Je sais. Je vais écrire à ma sœur et à mon beau-frère. Ils habitent en Eretz Israël. Peut-être qu'ils pourront faire quelque chose. Aussitôt, tante Margaret prit un stylo, une feuille et écrivit à sa sœur Edwidge et à son beau-frère Moïse Rosner qui habitait la ville de Guédéra en Eretz Israël. S'il vous plaît, aidez-moi à récupérer les enfants Finali. Lorsque Moïse Rosner reçut cette lettre, il versa beaucoup de larmes. Il se rappelait bien sûr du docteur Franz Finali, le frère de sa femme, un si gentil monsieur, et voilà qu'il apprenait que lui et sa femme n'étaient plus. Mais le couple Finali avait laissé 2 petits garçons, il fallait à présent les sauver. Mais comment? Moïse Rosner réfléchit à voix haute. Je peux adopter ces petits garçons. Ils sont mes neveux après tout. Je vais les adopter et les élever ici, en Eretz Israël, notre pays, le pays des béné Israël. Gérard et Robert sont juifs. Ils doivent grandir dans une famille juive. Mais comment les faire venir en Eretz Israël? Gérard et Robert vivent en France, non loin de la ville de Grenoble. Grenoble? Mais oui, c'est bien cela Grenoble. J'ai un beau-frère qui habite à Grenoble. Et il s'appelle comme moi, Moïse. Moïse Keller. Il habite à Grenoble, pas très loin de là où se trouvent les enfants Finali. Je vais lui écrire une lettre. Ce sera pour lui plus facile d'agir vu qu'il se trouve sur place. Il faut savoir, les enfants, qu'à l'époque, Internet, les portables, les mails n'existaient pas. Tout se passait par courrier, avec enveloppe, papier et stylo. Aussitôt, Moïse Rosner prit son stylo et écrivit une lettre à son cher beau-frère, Moïse Keller. Mon cher beau-frère, je suis Moïse Rosner. J'habite en Eretz Israël et je t'écris à propos d'un sujet très important. Tu te souviens de la famille Finali, Franz, ce si gentil docteur et sa femme Annie. Ils ont disparu pendant la guerre, mais avant de mourir, ils ont confié leurs 2 petits garçons de 3 et 4 ans à une certaine mademoiselle Brun. Elle les a cachés pendant la guerre, mais maintenant nous voulons adopter les enfants et les élever comme des petits garçons juifs. Nous avons tout ce qu'il faut ici. Notre maison est grande et nous les élèverons comme nos propres enfants. Mais il se passe quelque chose d'étrange. Cette mademoiselle Brun ne répond à aucun courrier depuis plus de 3 ans. Tante Margaret lui envoie des lettres et des petits cadeaux pour les enfants, mais aucune réponse, comme si elle ne voulait pas rendre les enfants. Cela m'inquiète. Comme toi, mon cher Moïse, tu habites Grenoble, peut-être que tu pourrais faire quelque chose et aller voir ce qu'il se passe avec ces 2 petits garçons. Je te remercie sincèrement pour ce que tu pourras faire. Puis, Moïse Rosner posta la lettre, en attendant impatiemment la réponse de son beau-frère de Grenoble, Moïse Keller. Ce matin-là, quand Moïse Keller ouvre sa boîte aux lettres, il trouve une lettre en provenance d'Eretz Israël. Tiens, une lettre d'Eretz Israël. Je le vois au timbre qui est écrit en hébreu. Mais qui peut donc m'écrire d'aussi loin? Moïse Keller ouvre l'enveloppe et commence à lire la lettre. En la lisant, ses yeux se remplissent de larmes. Mais c'est une lettre de mon cher beau-frère d'Eretz Israël.
Que m'écrit-il? Quoi? Docteur Franz Finali et sa femme Annie? Oh, quelle tragédie! Quelle tristesse! Mais ils ont laissé 2 adorables petits garçons. Baruch Hashem! Quel miracle! Mais où sont-ils? Où vivent-ils? Quoi? Ici, à Grenoble? Mais c'est à quelques minutes de chez moi. Bien sûr que je vais aller voir cette mademoiselle Brun, et de suite. Moïse Keller enfile son manteau et sort de sa maison. Tout en marchant, il pense: comme Hachem fait bien les choses. Cela fait des années que moi, Moïse Keller, je suis ingénieur ici à Grenoble, exactement la ville dans laquelle où ont été cachés les 2 petits Gérard et Robert. Ce n'est pas un hasard, c'est Hachem qui a organisé les choses de cette façon. Je vais tout faire pour sauver ces 2 petits garçons et les envoyer chez leur famille en Eretz Israël. Avant de partir, cet homme adorable, Moïse Keller, a pensé à prendre des bonbons et des petits jouets pour les petits Robert et Gérard Finali. Il a hâte de les rencontrer pour la première fois. Ils doivent être tellement mignons. Moïse Keller arrive devant la crèche de Mademoiselle Brun. C'est là qu'elle a caché les enfants durant la guerre. Moïse Keller rentre dans la crèche, voit des petits bébés dans des berceaux. Il continue à avancer pour trouver le bureau de la directrice. Il déambule dans les couloirs et tombe finalement sur une sorte de bureau. Moïse Keller toque à la porte et ouvre. Devant lui se trouve une femme en train de repasser et juste derrière elle, une femme assez bizarre assise sur un petit fauteuil. « Bonjour », se présente Moïse Keller. « Je souhaite parler à Mademoiselle Brun, la directrice de cette crèche. » La femme, depuis son fauteuil, le regarde avec ses yeux globuleux et un visage peu sympathique. D'une voix agressive, elle répond: « C'est moi, Mademoiselle Brun, que voulez-vous ?»« Ah, Mademoiselle Brun, je suis heureux de vous rencontrer. Je m'appelle Moïse Keller et je viens vous parler à propos des 2 petits garçons que vous avez cachés pendant la guerre, les petits Robert et Gérard Finali. » Mais à peine Mademoiselle Brun entend-elle prononcer le nom Finali qu'elle se lève brutalement du fauteuil, ouvre grand sa bouche et se mit à hurler des insultes et des insanités. « Espèce de sale juif! Vous êtes venu me prendre les enfants, mais jamais, vous m'entendez, jamais de la vie je ne vous les rendrai. Je les ai cachés pendant la guerre. Je leur ai sauvé la vie. Leurs parents juifs sont morts et c'est bien fait. Maintenant, ces enfants sont à moi et seulement à moi. De toute façon, ils ne sont plus juifs. J'ai fait exprès de les convertir au catholicisme en les faisant baptiser. Tous les jours, je les fais rentrer à l'église et ils font leurs prières comme de vrais petits chrétiens. » En entendant cela, Moïse Keller serre les poings. D'une voix qu'il essaie de garder calme, il parle d'un ton très ferme. « Écoutez-moi bien, Mademoiselle Brun. Ce que vous avez fait est extrêmement grave. Ces enfants sont juifs et ils le seront toujours. Ils ont une famille juive, leur tonton, leur tata qui les aiment et qui veulent s'occuper d'eux. Je vais aller voir la police et faire intervenir la justice pour récupérer les enfants et croyez-moi, j'y passerai des mois et des années s'il le faut, mais je sauverai ces enfants. » Et effectivement, Moïse Keller, ce tzaddik, va tout faire pour sauver les enfants. Mais il ne sait pas alors
combien cette cruelle mademoiselle Brun lui mettra des bâtons dans les roues. Moïse Keller ne sait même pas où sont cachés les petits Robert et Gérard. En vérité, ils sont dans une école catholique qui se nomme Saint-Joseph de Voiron, à Grenoble. Mais pour les vacances, Robert et Gérard sont autorisés à rentrer à la ville de Vif, là où se trouve le gentil couple Kaufmann, qui étaient des amis de leurs chers parents. Un jour, Moïse Keller apprend que Robert Finali, le plus grand des garçons, va célébrer son 8e anniversaire. Moïse Keller est heureux. Il prend contact avec M. Kaufmann, qui l'invite en cachette à l'anniversaire de Robert. C'est la première fois que Moïse Keller voit enfin les enfants Finali. L'anniversaire de Robert est très joyeux et on lui fait une très jolie fête. Mais Moïse Keller se rend compte que quelque chose ne va pas. Il voit que Robert a le regard triste. Et Moïse Keller sait pourquoi. Il se dit: j'aimerais tellement en parler à Robert et lui dire la vérité, qu'il est un enfant juif, que ses parents sont juifs, et que cette méchante mademoiselle Brun leur cache tout. Elle leur fait croire qu'ils sont chrétiens, et les met dans une école catholique. Elle ne leur a jamais dit qu'ils ont des tontons, des tatas, des cousins et des cousines en Israël qui aimeraient tellement les voir. Pas étonnant que Robert soit triste. Un petit enfant ressent tout cela même si on ne lui dit rien. Nous sommes en 1949. Moïse Keller décide d'agir. De suite après l'anniversaire du petit Robert, il saisit la justice et explique: cette mademoiselle Brun garde les enfants Finali, alors qu'ils ont une famille en Israël qui les aime et qui les attend. Elle n'a pas le droit de les garder, elle doit les rendre à leur famille. Le juge est d'accord, il tape son maillet sur la table et déclare: les enfants Finali doivent être rendus à leur famille juive. Ils sont juifs. J'ordonne à mademoiselle Brun de rendre les enfants. Moïse Keller est heureux. Enfin, les enfants Finali vont pouvoir retrouver leur famille. Mais une mauvaise surprise l'attend. Le jour où Moïse Keller va frapper à la porte de mademoiselle Brun avec la police, elle est seule, sans les enfants. Cette terrible mademoiselle Brun les a cachés. Mais où se trouvent les petits Robert et Gérard Finali? Où sont Robert et Gérard Finali? s'est écrié Moïse Keller. Je ne vous le dirai pas, lui a répondu la terrible mademoiselle Brun. En vérité, les enfants, mademoiselle Brun avait envoyé les jeunes Robert et Gérard dans l'institution Saint-Joseph de Voiron. Les pauvres Robert et Gérard étaient enfermés là-bas. Ils ne pouvaient pas sortir, même pour faire une petite course dehors. Pire que ça, les enfants. Pour que la police ne retrouve pas les petits Robert et Gérard, la terrible mademoiselle Brun avait ordonné qu'on change leur prénom. Maintenant, tout le monde devait les appeler Louis et Marc. Les pauvres Robert et Gérard étaient tellement malheureux. En cachette, ils se confiaient à une dame qui travaillait dans l'institution. « On est trop triste d'être enfermés, » lui disait-il. « On ne peut jamais sortir d'ici. Et puis, on a changé nos prénoms. Pourquoi ?» Imaginez la vie de ces pauvres enfants. Robert et Gérard sont restés enfermés 3 années. 3 longues années dans cette institution Saint-Joseph de Voiron à Grenoble. Et pendant 3 ans, Moïse Keller ne les a pas abandonnés et a gardé la Emouna en Hachem, qu'un jour il les retrouverait. Je retrouverai Robert et Gérard. Je retournerai ciel et terre s'il le faut.
Ces enfants ont le droit de retrouver leur famille. Ce sont des enfants juifs. Ils n'ont rien à faire dans une école catholique, comme s'ils étaient chas v'shalom des chrétiens. Au bout de 3 ans, enfin, les enfants furent retrouvés. Le juge ordonna: j'exige qu'on amène au palais de justice les petits Robert et Gérard Finali, avec mademoiselle Brun qui s'est occupée d'eux. Je veux leur poser des questions et décider si ces enfants peuvent être adoptés par leur famille, qui les attend en Eretz Israël, ou rester chez mademoiselle Brun. Cette audience, les enfants, était d'une importance capitale. La décision du juge allait faire pencher la balance. Enfin, on allait connaître la vérité. Enfin, on allait décider ce qui arriverait à Robert et Gérard Finali. Qu'est-ce que le juge allait décider? De les laisser chez mademoiselle Brun, comme s'ils étaient des enfants chrétiens, ou les rendre à leur famille juive qui les attendait en Eretz Israël? L'audience fut fixée au 31 mai 1952. Ce jour-là, on vit apparaître dans la salle d'audience Robert et Gérard Finali. Ils portaient un pantalon bleu marine et un pull rayé. Il y avait aussi mademoiselle Brun d'un côté, ainsi que Moïse Keller et le couple Kaufmann. Moïse Keller fut très ému en voyant Robert et Gérard. Ils avaient tellement grandi. La dernière fois que je les ai vus, pensa Moïse Keller, c'était il y a 3 ans pour l'anniversaire de Robert. Maintenant, ils ont bien grandi. Robert a maintenant 11 ans et Gérard 10 ans. L'audience allait commencer. Le juge allait poser toutes sortes de questions aux jeunes Robert et Gérard. C'est lors de cette audience décisive que le juge va se rendre compte à quel point mademoiselle Brun a menti durant toutes ces années. Le 31 mai 1952, le juge convoque mademoiselle Brun et les enfants pour le procès. Le juge commence alors à poser des questions aux 2 jeunes garçons, Robert et Gérard. « Comment vous vous appelez, mes enfants ?»« Robert et Gérard. »« Et dans quelle école vous êtes scolarisés ?»« À Saint-Joseph de Voiron. »« Bien. Dites-moi, mademoiselle Brun s'occupe bien de vous? Est-ce que vous la voyez souvent ?» À ce moment, les 2 jeunes garçons dévoilent la vérité. Alors que mademoiselle Brun n'arrêtait pas de raconter à tout le monde qu'elle était devenue comme leur maman, qu'elle s'était attachée à eux, qu'elle les aimait très fort et que c'est pour ça qu'elle ne voulait pas rendre Robert et Gérard, ces derniers viennent dévoiler tout le contraire. Le juge n'en croit pas ses oreilles. Attendez, vous me dites que vous ne voyez jamais mademoiselle Brun durant toutes ces années ? Non. C'est surtout Marie, la domestique, qui s'occupait de nous. Mais mademoiselle Brun, on ne la voyait jamais. Peut-être juste 1 à 2 fois par an. Mais le reste du temps, on est pensionnaire dans un internat. On dort là-bas, on mange là-bas. Le juge comprend que mademoiselle Brun leur a menti durant toutes ces années. Elle qui a fait croire qu'elle jouait avec les enfants Finali, qu'elle passait du temps avec eux. Tout n'était qu'un tissu de mensonges. Mais le juge n'est pas au bout de ses surprises. Il demande au plus grand garçon, Robert. « Rappelle-moi comment tu t'appelles. »« Robert Brun. »« Pardon ? » ?»« Oui, je m'appelle Robert Brun. »« Mais ton père ne s'appelait pas Franz Finali ? Ton nom de famille devrait être Finali, Robert Finali.
pourquoi tu dis que tu t'appelles Robert Brun, comme Mademoiselle Brun? Elle n'est pas ta mère. » Le pauvre Robert ne savait quoi répondre ni penser. Il n'est qu'un enfant qu'on a trompé pendant tant d'années. Je ne sais pas. Mademoiselle Brun m'a dit que je m'appelais Robert Brun. Là, le juge fulmine, c'en est trop. Cette Mademoiselle Brun a menti à tous pendant des années. Elle a menti aux juges en leur faisant croire qu'elle s'occupait des enfants comme une gentille maman, alors qu'elle n'était jamais là. Et elle a menti aux deux jeunes garçons Robert et Gérard. Elle a tout fait pour leur faire oublier leurs parents Finali et leurs origines juives. Quelle va donc être la décision du juge? Va-t-il enfin demander que les enfants Finali soient rendus à leur famille juive? Juste avant que le juge ne rende son verdict, Moïse Keller, qui s'est tant battu pour la libération des deux petits garçons, prend la parole. « Monsieur le juge, permettez-moi de vous dire, cela fait 7 ans que la famille Finali se bat pour retrouver ces deux garçons. Leurs parents, Franz et Annie Finali, ont été déportés durant la terrible Shoah. Mais ils ont laissé des frères, des sœurs qui veulent s'occuper de Gérard et Robert. Leur offrir une maison chaleureuse, un foyer accueillant. Et cela fait 7 ans que cette Mademoiselle Brun nous en empêche. Elle leur fait oublier leur identité juive, les fait baptiser comme des chrétiens alors qu'ils sont juifs. Et cela fait des années qu'on les conduit d'un couvent à un autre, d'un établissement à un autre, sans maison fixe. Ne serait-il pas mieux de les envoyer en Israël? Là-bas, leur oncle et leur tante les attendent et s'occuperont d'eux avec beaucoup d'amour et de chaleur. Le juge a entendu le discours de Moïse Keller et hoche la tête. Mais 7 longues semaines passeront avant que le verdict ne soit rendu. Et finalement, au bout de 7 semaines, la bonne nouvelle tombe. Le juge a dit oui. Le juge a ordonné que Mademoiselle Brun rende les enfants à la date du 15 juillet 1952. En entendant le verdict, le cœur de Moïse Keller est partagé. D'un côté, il ressent une grande joie. Enfin, Gérard et Robert vont pouvoir rejoindre leur famille, leur vraie famille, en Eretz Israël. Mais, d'un autre côté, il s'inquiète. Il a comme un mauvais pressentiment. Il sent que cette Mademoiselle Brun est une dame très dangereuse et prête à tout pour parvenir à ses fins. Et si, s'inquiète Moïse Keller, Mademoiselle Brun se mettait à cacher les enfants pour qu'on ne les retrouve jamais, ce serait terrible. Les jours passent et Moïse Keller est de plus en plus inquiet. Il attend la date fatidique avec impatience. Ça y est, le 16 juillet 1952, c'est le jour J. Moïse Keller se rend d'un pas décidé à la crèche municipale de Grenoble, où Mademoiselle Brun est encore directrice. Moïse Keller est accompagné d'un homme de la justice, un huissier, ainsi que de Monsieur Kaufmann. Tous trois toquent à la porte de la crèche. « Où est Mademoiselle Brun ?» exige-t-il. « La justice a ordonné que les enfants soient rendus en ce jour à leur famille. » Les employés se lancent des regards étranges et répondent. « Nous ne savons pas où est Mademoiselle Brun. Elle est malade depuis plusieurs jours et nous avons compris qu'elle ne reviendra pas de sitôt. Alors peut-être parler au maire de la ville ?» Moïse Keller comprend que ce qu'il craignait est arrivé. Mademoiselle Brun n'est pas malade.
Elle n'est pas malade du tout. En réalité, elle est partie se cacher avec les enfants Finali pour ne pas les rendre à leur famille juive. Mais que va-t-il se passer à présent? Comment vont-ils retrouver les pauvres enfants Finali disparus? Moïse Keller ne se décourage pas. Il décide d'aller voir le maire de la ville, comme on le lui a conseillé. Peut-être sait-il où sont cachés les enfants Finali. Moïse Keller connaît très bien Monsieur Martin. C'est le maire de la ville, mais il est également pharmacien. Et Moïse Keller va souvent dans sa pharmacie pour acheter des médicaments. Moïse Keller se rend donc chez Monsieur le maire, Monsieur Martin, qui, en le voyant, devient blanc, comme s'il cachait quelque chose. « Monsieur Martin, » lui dit Moïse Keller d'un ton ferme, « savez-vous où se trouve Mademoiselle Brun, ainsi que les 2 garçons Finali ?»« Non, je n'en ai aucune idée, » répond Monsieur Martin, le regard fuyant. Moïse Keller insiste. « Monsieur Martin, cette femme a enlevé les enfants. C'est un enlèvement d'enfants. Elle n'a pas le droit de faire ça. C'est inadmissible. » Mais Monsieur Martin, le maire, ne veut rien entendre et continue à faire semblant de ne rien savoir. Qu'à cela ne tienne, Moïse Keller ne se décourage pas. Il va embaucher un détective privé, tout en lui confiant une mission. « Monsieur le détective, je vous paierai très cher pour m'aider à retrouver les traces de Mademoiselle Brun et des enfants Finali. » Le détective privé se met au travail et obtient des résultats. Tout excité, il annonce à Moïse Keller. « Mademoiselle Brun a effectivement fait disparaître les enfants. Elle les a d'abord conduits en Espagne, puis en Alsace. En ce moment, elle est revenue à Grenoble. Il faut la faire arrêter. » Hélas, nous sommes déjà au mois d'août et le juge est en vacances. Il faut attendre son retour. Ce n'est que quelques semaines plus tard que le juge réussit à convoquer Mademoiselle Brun. « Mademoiselle Brun, vous avez caché les enfants. Allez-vous enfin vous décider à les rendre à leur famille? »« Non et non, » répond Mademoiselle Brun. C'est terrible. Comment vont-ils faire pour retrouver les pauvres Robert et Gérard? Où les a-t-elle donc cachés? Mademoiselle Brun comprend qu'elle n'arrivera pas à garder les enfants cachés très longtemps. Elle a alors une terrible idée. Demander à l'Église de l'aider à cacher les enfants pour qu'ils ne retrouvent jamais leur famille juive en Eretz Israël. Mademoiselle Brun, en cachette, va donc se rendre chez Madame Antonine, une dame très haut placée de l'église de Grenoble. « Écoutez, madame, j'ai besoin de votre aide. Les petits Robert et Gérard Finali sont juifs, mais je les ai fait baptiser pour en faire des petits chrétiens. Ils ne savent donc pas qu'ils sont juifs. J'ai tout fait pour le leur cacher. Mais maintenant, la justice veut me les reprendre et les envoyer dans leur famille juive en Israël. Plutôt mourir que cela. Mère Antonine, puis-je demander votre aide? » Hélas, Mère Antonine accepte. « Ne vous inquiétez pas, Mademoiselle Brun. Confiez-moi les enfants. Je vais les cacher dans une école chrétienne à Marseille. Personne ne les retrouvera là-bas. Et pour être tout à fait tranquille, je vais même changer leur prénom. Désormais, ils ne s'appelleront plus Robert et Gérard Finali, mais Marc et Louis Cadry. » Aussitôt dit, aussitôt fait. En cachette, les pauvres Gérard et Robert, qui sont à peine âgés
d'une dizaine d'années maintenant, vont être envoyés dans cette école chrétienne à Marseille. Mais Hachem n'abandonne jamais aucune Neshama juive. Quelque temps plus tard, une photo des deux petits garçons apparaît dans les journaux. On les a retrouvés, ils seraient à Marseille. Mais Madame Antonine l'apprend, et elle tremble de colère. Oh là là, ils risquent de retrouver les enfants, il faut à nouveau les cacher. C'est ainsi qu'on déplacera les enfants Finali. Mais où les emmener? Pas à Grenoble, décide Madame Antonine. J'ai une idée, s'exclame-t-elle. Quittons le pays, je vais les envoyer loin, bien loin, en Espagne. Là-bas, personne ne les retrouvera. Et c'est ainsi qu'on emmène secrètement les petits Robert et Gérard dans un train direction l'Espagne. Combien de fois ces pauvres enfants ont dû être déplacés? Mais Hachem veille sur ces deux petits garçons juifs, partout où ils se trouvent. Et à nouveau, on retrouve la trace des deux petits garçons. On est peut-être proche du but. L'espoir renaît dans le cœur de Moïse Keller. Vont-ils enfin réussir à retrouver les enfants? Aux dernières nouvelles, Gérard et Robert se trouveraient en Espagne. Hélas, de nombreux complices de l'Église les cachent, les faisant passer de main en main, de train en train, d'une cachette à une autre cachette. Heureusement, Vehi she'amda la'avotenu velanu, shelo echad bilvad amad alenu lechalotenu, et là, shebechol dorvador, omdim alenu lechalotenu, ve'akadosh baruch hu matzilenu miyadam. C'est elle, la promesse d'Hachem, qui s'est tenue devant nos ancêtres et devant nous, lorsque plus d'un a tenté de nous exterminer. Et le Saint béni soit-il, nous a sauvés de leurs mains. Ce célèbre Vehi she'amda, que vous connaissez tous les enfants, que nous chantons chaque année le soir du Seder, nous rappelle précisément ceci. Ils sont nombreux, les complices et acteurs de l'Église, qui ont tout fait pour dissimuler les enfants Finali et empêcher ces petits garçons juifs de retrouver leur famille juive. Mais Hachem est là et nous sauve de leurs mains à chaque époque. Les petits Robert et Gérard vivent des moments bien difficiles. Déplacés de cachette en cachette, de maison en maison, les membres de l'Église font tout pour les cacher et leur empêcher de retrouver leur famille juive. Quelle cruauté! C'est ainsi que les petits Robert et Gérard, à un âge où on est tranquillement assis sur les bancs de l'école, vont devoir voyager de ville en ville et de pays en pays. C'est d'abord Mademoiselle Brun qui les cachera à Grenoble. Ensuite, elle passera le relais à Madame Antonine, qui les cachera à Marseille, puis en Espagne. Le pire voyage sera certainement celui qui les conduira en Espagne. Les cruels complices de l'Église organisent une réunion. Il faut cacher ces deux enfants Finali. L'Espagne est le meilleur endroit. Mais impossible de leur faire prendre le train ou la voiture. Toutes les frontières sont surveillées. Qu'à cela ne tienne, ricane un autre. On les fera voyager avec un passeur, en passant par la montagne. Aucune pitié pour deux petits enfants juifs. L'Église est prête à tout pour ne pas les rendre à leur famille juive. Le voyage sera épuisant et cruel. Robert et Gérard en garderont des souvenirs terribles.
D'abord, on les réveillera très tôt, à 5 heures du matin, alors qu'il fait encore nuit et froid dehors, pour ne pas que la police les voie. Puis, les petits Robert et Gérard, qui ont à peine 9 ans et 10 ans, devront marcher durant 6 heures et 30 minutes. Oui, les enfants, vous avez bien entendu. 6 heures et demie. Le temps est glacial et les petits garçons n'ont pas de bottes, juste de simples chaussures. Leurs pieds s'enfoncent dans la neige et commencent à geler. Ils grelottent de froid, mais n'ont pas le choix. Et c'est ainsi qu'on les fait marcher jusqu'à atteindre la frontière espagnole. Robert et Gérard sont maintenant en Espagne. L'Église se frotte les mains. Désormais, nous sommes tranquilles. Personne ne viendra chercher ces 2 enfants juifs en Espagne. Ils seront élevés comme 2 petits chrétiens. Mais c'est oublier qu'Hachem est là et qu'il veille sur chaque juif, petit ou grand, où il se trouve. Comme le rabbi de Lubavitch le dit, on doit être prêt à aller jusqu'au bout pour retrouver un juif et le rapprocher d'Hachem. Pendant ce temps, en France, on parle beaucoup de l'affaire Finali. Les Français ne sont pas d'accord. Certains disent qu'il faut rendre les petits garçons à leur famille juive. D'autres disent qu'ils n'ont qu'à être élevés comme des chrétiens, et puis c'est tout. Moïse Keller, lui, remue ciel et terre pour retrouver les enfants. Il contacte la justice et la police qui envoie des enquêteurs aux 4 coins de la France pour retrouver les enfants Finali. Finalement, après de nombreuses négociations, de nombreuses recherches et beaucoup de miracles, le gouvernement espagnol accepte de rendre les enfants. L'Église a perdu et a compris que, en gardant les enfants, il se mettrait hors la loi et s'attirerait beaucoup d'ennuis. Les enfants Finali vont enfin rentrer en France. Mais comment va se passer leur retour? Vont-ils réussir à retrouver leur famille en Eretz Israël? Les petits Gérard et Robert Finali ont passé 8 longues années cachés par l'Église. L'Église refusait de rendre les pauvres enfants à leur famille juive. C'est ainsi que Robert et Gérard seront cachés et déplacés de collège en collège, de ville en ville, de pays en pays, depuis la France à l'Espagne, en passant par l'Italie. Mais vous le savez déjà les enfants, Hachem veille sur son peuple. Et après de nombreuses années, et grâce au courage d'un personnage très spécial, Moïse Keller, qui se battra jusqu'au bout pour retrouver ces 2 jeunes garçons, enfin, les enfants Finali vont être rendus à leur famille. C'est ainsi qu'un certain jour, en 1953, soit 8 ans après la fin de la guerre, Moïse Keller reçoit ce coup de téléphone qu'il a tant attendu et pour lequel il s'est tant battu. « Monsieur Keller », lui annonce le procureur, « j'ai une bonne nouvelle. Les enfants vont arriver bientôt en France. Ils sont en ce moment même en train de traverser la frontière espagnole. Tenez-vous prêts. » Moïse Keller y croit à peine. Enfin, après des années de bataille judiciaire, les enfants sont enfin retrouvés. Baruch Hashem. Ils vont enfin pouvoir retrouver leur tante, Edwige Rosner, qui habite en Eretz Israël. Dans une voiture escortée par plusieurs policiers en moto, Gérard et Robert Finali arrivent. De son côté, Moïse Keller a averti leur tante, Edwige, direction Grenoble. Dès que les enfants sortent de la voiture, les journalistes les prennent en photo,
Toute la France n'a cessé de parler durant toutes ces années de ces deux petits garçons juifs, cachés par l'Église, et que l'on refusait de rendre à leur famille juive, qui ne cessait de les réclamer. Robert et Gérard sourient. Ils ont grandi et forci. Ils marchent à petits pas, entourés d'une nuée de journalistes qui ne cessent de les photographier et de leur poser des questions. Une villa a été mise à leur disposition pour qu'ils puissent se reposer et reprendre des forces. Robert et Gérard s'installent. Pendant ce temps, Moïse Keller est au volant de sa voiture, accompagné de Lise Kaufmann, celle qui fut la meilleure amie de Franz et Annie Finali, le papa et la maman des deux petits Robert et Gérard. Moïse Keller n'a qu'une hâte, revoir enfin les enfants, pour qui il s'est tant battu. Ça y est, ils sont arrivés. Moïse Keller sort de la voiture. Avec Lise Kaufmann, il s'approche de la villa, pénètre dans le jardin et se retient de pleurer. Robert et Gérard Finali sont là, assis sous un arbre, souriant. Moïse Keller s'approche et les serre dans les bras. Quel bonheur de les retrouver! Robert et Gérard sont heureux eux aussi. Ils passent la nuit et toute la matinée du lendemain à discuter avec Moïse Keller et cette femme si gentille qui a connu leurs parents, Lise Kaufmann. Justement, songe Moïse Keller, il est temps de dire la vérité aux enfants. Durant toutes ces années, Mademoiselle Brun ainsi que toutes ses complices de l'Église ont raconté des mensonges aux enfants. Durant tout ce temps, Robert et Gérard pensaient qu'ils étaient deux petits garçons chrétiens. Personne ne leur a parlé de leurs parents, Franz et Annie Finali. Personne ne leur a jamais dit qu'ils étaient eux-mêmes juifs et que leur papa et leur maman avaient tenu à leur faire la brit mila en pleine guerre, en cachette, malgré le danger certain que cela représentait. Il est temps, conclut Moïse Keller dans son esprit. Il est temps de dire la vérité aux enfants. Moïse Keller comprend qu'il est temps à présent de dire la vérité aux deux petits Robert et Gérard qui ont 11 et 10 ans à présent. Moïse Keller sort alors de sa poche deux petites photos jaunies et usées par le temps. Sur ces deux photos, on voit un homme et une femme au visage doux et agréable. Voici Franz et Annie Finali, murmure Moïse Keller, en tendant à Robert et Gérard les deux photos. Ce sont vos parents. Vous leur ressemblez tellement, ajoute Lise, la voix pleine de larmes. Toi, Robert, tu as le même visage que ton papa. Et toi, Gérard, le même regard que ta maman. Robert et Gérard observent les deux photos en silence. Durant 8 longues années, l'Église leur a menti en leur faisant croire qu'ils étaient deux garçons chrétiens et que cette Mademoiselle Brun était leur mère. Et voilà qu'ils découvrent à présent cette réalité incroyable. Ils sont juifs, nés tous deux de parents juifs. Robert et Gérard voudraient tant en savoir plus sur leurs parents, mais ils n'ont que ces deux photos. Moïse Keller leur a aussi apporté un morceau de papier. Sur ce papier, une écriture fine, l'écriture de leur père, Franz Finali, juste avant son arrestation. Sur ce morceau de papier, Franz avait écrit le nom de ses frères et sœurs, afin que ces deux petits garçons sachent où aller après la guerre s'ils survivaient.
Lise Kaufmann a vu naître les enfants Finali. Elle les a connus tout bébés. Elle leur raconte toutes sortes d'anecdotes sur leurs parents. Comment ils étaient bons, comment ils étaient gentils et combien ils se dévouaient pour ces deux petits garçons. Robert et Gérard Finali écoutent attentivement quand, soudain, Robert, l'aîné, se lève et court se cacher derrière un arbre. Il se cache pour pleurer. Sa peine est trop immense. Pendant des années, on leur a menti. On leur a volé leur enfance et fait croire qu'ils étaient seuls au monde. Et voilà qu'ils découvrent qu'ils avaient un papa et une maman aimants, déportés par les nazis, qu'Hachem efface leur nom. Que leurs parents les ont cachés pour leur sauver la vie. Et qu'après la guerre, toute la famille de leurs parents les attendait. Ce sont des émotions intenses pour de si petits garçons. Et Robert ressent le besoin de se cacher pour pleurer. Moïse Keller va doucement avec les deux enfants Finali. Il sait qu'ils sont sensibles et ne veut pas les brusquer. Il a remarqué combien Robert, le plus grand, et son petit frère Gérard sont différents. Gérard est plus coquin, plus rieur et plus espiègle. Robert, lui, plus secret et introverti. Moïse Keller passe de longues journées avec eux, discutant, jouant et se promenant. Parfois, Robert lui pose des questions sur ses parents. Bien souvent, les réponses sont dures à supporter pour le jeune garçon. Notamment lorsqu'il apprend comment son père et sa mère se sont fait arrêter. Ces moments-là, Robert ressent le besoin d'être seul pour exprimer sa peine, et Moïse Keller le respecte. Moïse Keller sent aussi que Robert et Gérard ne veulent pas parler de ces 8 années où ils ont été cachés par l'Église. C'est leur secret à eux. C'est quelque chose de très dur pour Robert et Gérard. Bien sûr, ils sont trop petits pour se souvenir de tout cela. Ils n'avaient que 2 ou 3 ans. À l'église où ils étaient cachés, on n'a jamais dit la vérité aux petits Finali. Mais maintenant, ils doivent apprendre la vérité. Le gentil Moïse Keller y est allé en douceur. Il leur a montré des photos de leur papa, de leur maman. Mais il y a encore quelque chose que Moïse Keller ne leur a pas dit. Robert et Gérard ont encore une famille. Leur tata, Edwige Rosner, habite en Eretz Israël et elle veut les adopter. Elle veut s'occuper d'eux comme ses propres enfants. Elle doit bientôt arriver, le 2 juillet, pour les rencontrer. Mais Robert et Gérard accepteront-ils de la suivre? Voudront-ils quitter la France pour habiter en Eretz Israël? Car le problème, c'est que durant toutes ces années où Robert et Gérard ont été cachés d'église en église, ceux qui se sont occupés d'eux n'ont pas arrêté de leur dire des mensonges et des horreurs sur les Juifs et sur Israël. Depuis qu'ils sont tout petits, la méchante mademoiselle Brun, ainsi que tous les gens de l'église, n'arrêtent pas de leur dire que les Juifs sont mauvais, qu'il ne faut pas aller en Eretz Israël. Et les enfants Finali ne savent plus quoi faire. Ils sont eux-mêmes juifs. Leurs parents leur ont fait la Brit Mila. Et les catholiques ont tout fait pour qu'ils détestent les juifs. Il faudra beaucoup de temps à Robert et Gérard pour oublier tous les mensonges qu'on leur a dit. Un bon matin, Moïse Keller prend sa décision. Il va voir les enfants et leur annonce: Robert, Gérard, vous n'allez pas rester toute votre vie en France. Vous avez une tante, la sœur de votre papa, qui habite en Israël. Cela fait des années qu'elle aimerait vous accueillir là-bas, s'occuper de vous comme ces 2 petits garçons. Il y a
une belle et grande famille qui vous attend là-bas, des oncles, des tantes, des cousins et des cousines. Robert et Gérard se regardent. Maurice Keller comprend leur inquiétude. Ils ne connaissent pas cette gentille tata Edwidge, dont on leur a dit tant de mal. Maurice Keller essaie de les rassurer. Écoutez, votre tata Edwidge va venir le 2 juillet. Vous allez la rencontrer et discuter avec elle. Vous n'êtes pas obligé de partir de suite. Vous aurez tout le temps de faire connaissance. Robert et Gérard acceptent. Leur tante Edwidge va bientôt arriver. Comment la rencontre va-t-elle se passer? Vont-ils accepter de suivre leur tata pour quitter définitivement la France et s'installer en Eretz Israël? Le grand jour arrive. Nous sommes le 2 juillet. C'est un vendredi. Tôt le matin, Maurice Keller se rend à l'aéroport avec sa voiture pour accueillir Edwidge Rosner, la tante des 2 jeunes garçons Finali. Ça y est, elle est là. Elle descend les marches de l'avion. Beaucoup de journalistes sont là pour l'accueillir et lui poser beaucoup de questions. Il faut dire que dans toute la France, on a entendu parler de cette affaire Finali. Et les journalistes sont très curieux de voir le visage de cette fameuse tante Edwidge. « Madame Rosner, l'interpellent les journalistes. « Vous êtes venu voir vos neveux, Robert et Gérard Finali. Est-il vrai que vous allez les emmener avec vous en Israël ?» Madame Rosner répond d'un ton poli mais ferme. « Oui, Gérard et Robert sont mes 2 neveux chéris, les 2 petits garçons de mon cher frère, Franz Finali, déportés pendant la Shoah. Ils n'ont plus personne au monde, et moi, leur tante, je voudrais les élever comme mes propres enfants, avec l'aide de Dieu. » Edwidge continue à avancer, suivi de dizaines de journalistes qui la prennent en photo. Elle monte dans un taxi qui la conduit jusqu'à la villa dans laquelle se trouvent les 2 jeunes garçons Finali. Le taxi roule. Edwidge compte les minutes tant elle est impatiente. Soudain, elle sent le taxi qui freine. Ça y est, elle est arrivée. Elle va enfin pouvoir serrer dans les bras ses 2 neveux chéris, pour la première fois. Le portail de la villa s'ouvre, Edwidge descend du taxi, traverse le portail et pénètre dans la propriété. Soudain, elle les voit. Robert et Gérard sont là, assis sur les marches d'escalier. À ce moment, une immense émotion étreint le cœur de cette brave femme. Ouvrant grand les bras, Edwidge s'approche de Robert et Gérard et les serre très fort contre son cœur. Après tant d'années, les voilà enfin réunis. Maurice Keller, ce tzaddik qui a tant agi pour libérer les 2 petits garçons et les rendre à leur vraie famille juive, a les larmes aux yeux. D'une voix douce, il s'adresse à Edwidge Rosner et aux 2 garçons. « Entrez donc dans la villa. Vous y serez mieux pour discuter et faire connaissance. » C'est ainsi que, pendant de nombreuses heures, tante Edwidge Rosner et les 2 petits, Robert et Gérard, vont pouvoir parler ensemble. Leur tata est si gentille, si affectueuse. Elle leur a même apporté un album d'images d'Eretz Israël. Robert et Gérard sont fous de joie. Leurs yeux s'écarquillent de bonheur et leurs mains ne cessent de tourner et retourner les pages. Oh, comme Israël est un beau pays! Quel beau paysage! Quelle magnifique vallée! Et c'est le pays des Juifs! Comme nous serons heureux là-bas! Mais Edwidge Rosner a également apporté autre chose. Elle sort de son petit sac à main des photos en noir et blanc. Robert et Gérard ouvrent de grands yeux. Ce sont des photos de leur famille. Tante Edwidge
leur a apporté des photos de leur papa, de leur maman, lorsqu'ils étaient petits. Robert et Gérard sont très émus. Robert souffle. « Oh, nous ressemblons tellement à papa et maman lorsqu'ils étaient petits. » Moïse Keller les regarde d'un œil attendri. Il avait si peur que la rencontre se passe mal. Mais les petits garçons adorent leur tante Edwidge. Ils n'ont qu'une hâte, partir habiter chez elle, dans leur nouveau pays, en Eretz Israël. Robert souffle. « Oh, nous ressemblons tellement à papa et maman lorsqu'ils étaient petits. » Moïse Keller les regarde d'un œil attendri. Il avait si peur que la rencontre se passe mal. Mais les deux petits garçons adorent leur tante. Ils n'ont qu'une hâte, partir habiter chez elle, dans leur nouveau pays, en Eretz Israël. Dehors, les journalistes attendent avec impatience Madame Rosner, pour la bombarder de questions. « Alors, êtes-vous heureuse d'avoir retrouvé vos neveux? Les avez-vous trouvés en bonne santé? » « Oui, » répond Madame Rosner. « La rencontre s'est très bien passée. Je suis si émue d'avoir retrouvé les enfants. Nous allons maintenant nous préparer à partir en Israël. » Mais avant de partir en Eretz Israël, Edwidge Rosner doit préparer le voyage. Elle sait qu'elle va devoir rester quelque temps en France pour bien organiser ce départ. Puis vient le jour de l'anniversaire du petit Gérard Finali. Les deux petits garçons reçoivent beaucoup de cadeaux et plusieurs membres de leur famille viennent les voir pour la première fois. Otto Schwartz, leur oncle, venu spécialement d'Autriche, et Moshe Rosner, venu d'Israël. Les enfants Finali sont si heureux. Ils ont une famille qui les aime. Fini toutes ces années de cavale, toutes ces années à être transportés et cachés d'un endroit à l'autre par des membres de l'Église. Robert et Gérard comprennent que le moment est venu de tourner la page. Ils sont entourés de familles et d'amis qui les aiment et qui vont s'occuper d'eux. Mais l'Église les laissera-t-il partir si facilement? Les membres de l'Église ne vont-ils pas essayer de retenir les petits-enfants Finali? Hélas, l'Église ne va pas laisser les enfants Finali partir si facilement. L'Église cherche à garder une emprise sur ces deux petits garçons juifs. C'est ainsi qu'un beau jour, Moïse Keller trouve une lettre dans la boîte aux lettres. Cette lettre est celle de Mademoiselle Brun, cette femme chrétienne qui a caché les petits-enfants pendant la guerre. Cette Mademoiselle Brun qui a tout fait pour cacher aux enfants Finali leur identité juive. Cette femme est responsable de toutes ces années où les petits Gérard et Robert ont été élevés comme des chrétiens, alors qu'ils sont des petits garçons juifs, et à qui leurs parents avaient fait la Brit Mila en pleine guerre. Moïse Keller prend la lettre dans ses mains et appelle les deux enfants Finali. « Robert, Gérard, venez s'il vous plaît. Vous avez reçu une lettre. » Robert et Gérard arrivent en courant. « Une lettre? De qui? Pourquoi ?» « Cette lettre est de Mademoiselle Brun, » répond Moïse Keller d'une voix grave. « Je vais vous lire cette lettre, mais avant de l'ouvrir, je voudrais que vous sachiez quelque chose d'important. » Robert et Gérard ouvrent grand leurs oreilles. Ils savent que Moïse Keller, cet homme adorable, leur a toujours dit la vérité et a toujours voulu leur bien. Que veut-il leur annoncer? Moïse Keller leur raconte alors. « Sachez les enfants, que cela fait exactement 8 ans que l'affaire Finali a commencé. Depuis la fin de la guerre, votre tante Edwidge Rosner a essayé de vous retrouver. Vous avez également une tante, Margaret Fischl, en Nouvelle-Zélande, qui a envoyé des courriers jour après jour pour vous retrouver. Vous avez une famille aimante qui a tout fait pour vous voir, s'occuper de vous, vous adopter. Mais l'Église, pendant toutes ces années, vous a caché
et n'a jamais répondu au courrier qu'on leur envoyait. Baruch Hashem, nous vous avons finalement retrouvés, mais cela a été long et éprouvant pour tous. Robert et Gérard se regardent choqués. Robert souffle. Pendant toutes ces années, Mademoiselle Brun et tous les gens de l'église qui s'occupaient de nous ont fait croire que nous étions des enfants abandonnés, que personne ne nous aimait, que notre famille ne nous aimait pas, qu'elle s'en fichait de nous. Tout cela est un mensonge, leur répond Moïse Keller. Votre famille vous aime. Nous avons même envoyé des lettres à Mademoiselle Brun et à tous les gens de l'église qui vous cachaient, mais ils ne nous ont jamais répondu. Ils voulaient vous garder tout simplement, comme des petits chrétiens, et tout faire pour que vous ne retrouviez pas votre famille juive. Robert et Gérard comprennent qu'on leur a menti, qu'on leur a caché la vérité durant toutes ces années. Ils regardent désormais la lettre de Mademoiselle Brun avec dégoût. Cette lettre ne les intéresse pas. Ils la parcourent rapidement des yeux et s'empressent ensuite d'aller jouer au vélo dans le jardin. Après cet épisode, Robert et Gérard ne parleront plus jamais de Mademoiselle Brun. Un nouvel avenir s'ouvre à eux désormais. Les choses se précipitent. Robert et Gérard vont bientôt partir en Eretz Israël avec leur tata Edwidge Rosner. Mais il y a un problème. L'Église ne cesse de leur mettre des bâtons dans les roues, de leur faire des problèmes pour empêcher les enfants Finali de partir. Moïse Keller et Edwidge Rosner comprennent alors une chose. Il n'y a pas le choix. Il faut faire partir les enfants Finali en cachette. Sinon, l'Église nous fera des problèmes à chaque fois. C'est ainsi que tante Edwidge va s'occuper de prendre 2 billets d'avion en cachette pour les 2 jeunes garçons. Le 28 juillet, c'est le grand départ. Robert et Gérard sont conduits en cachette par Moïse Keller à l'aéroport de Paris. Robert et Gérard sont si heureux. Ils ont hâte d'habiter en Eretz Israël avec leur tante Edwidge et toute sa famille. Robert sait que là-bas, il pourra faire de grandes études, comme son père l'aurait souhaité. Sa tante lui a déjà raconté que tous ses cousins ont fait de grandes études en Eretz Israël. Un est devenu agronome, l'autre médecin, une autre encore professeur. Et surtout, Robert et Gérard ont compris que leur place est là-bas. Ils seront en sécurité. Ils sont 2 petits garçons juifs et ils veulent vivre en Eretz Israël, dans le pays des béné Israël. Ça y est, l'embarquement a commencé. L'avion va décoller dans quelques minutes. De loin, Moïse Keller agite sa main pour dire au revoir aux 2 petits garçons. Des larmes coulent de ses yeux. Il s'est tant attaché aux enfants. Et il a tant donné pour eux. Mais il sait qu'il a accompli sa mission. Après 8 ans de lutte, les 2 petits Robert et Gérard vont enfin retrouver une famille qui les aime dans le pays qui est le leur. Ils seront accueillis en Eretz Israël par une famille aimante et chaleureuse. Ils habiteront à Guédéra et grandiront entourés de l'amour de leur tante Edwidge, de leur cousin Michael et de leur cousine Myriam. C'est en Eretz Israël que Robert et Gérard feront leur bar mitzvah. Ils apprendront l'hébreu très rapidement et en grandissant feront de hautes études. Robert Finali deviendra médecin, tandis que son frère Gérard effectuera une carrière militaire dans l'armée d'Israël. Des années plus tard, l'Église rédigera un texte, Repentir, pour demander pardon au sujet de l'affaire Finali. Robert et Gérard sont encore vivants aujourd'hui. Ils vivent tous 2 en Eretz Israël et sont âgés respectivement de 80 ans et 79 ans. L'affaire Finali est une histoire extraordinaire.
l'histoire de deux petits garçons juifs, capturés par l'Église, qui ont pu retrouver leur famille juive et leurs racines grâce à l'aide de tzadikim. N'oublions jamais les enfants, qu'une situation n'est jamais figée, que c'est jamais perdu, que tout peut s'arranger, et qu'un enfant juif reste juif tout au long de sa vie, attaché à Hachem, à la Torah et aux mitzvot.